arrêtez-vous le bouclier d'armes, s'il vous plaît. Bien, bonjour à tous. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Alors, le dossier, celui-ci. Bonjour, monsieur. Il vous est reproché d'avoir, le 21 février 2012, étant conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, involontairement causé la mort de avec cette circonstance que vous avez commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence, en l'espèce en circulant à une vitesse minimale de 130 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée sur cette portion de route était de 90 km/h. Je vais rappeler brièvement les faits qui vous sont reprochés, monsieur. Les gendarmes sont intervenus aux alentours de 4h30 du matin. Ils ont constaté qu'une voiture, celle que vous conduisiez, était encastrée dans un arbre et ils ont retrouvé le corps de monsieur qui était déjà décédé à ce moment-là, projeté de l'autre côté de l'arbre, dans ce qui paraît être une espèce de talus, ensanglanté et à l'état déjà, malheureusement, de cadavre. Alors, ce qui s'est passé, c'est que vous étiez assis, bien sûr, à l'avant, vous conduisiez. Une jeune femme qui dormait, qui n'a rien vu de ce qui s'est passé, était votre passagère avant droite. Et puis, derrière, avait pris place une jeune fille qui était aux côtés de la personne décédée. Ce que dit la passagère arrière, c'est que vous conduisiez vite. Et elle explique dans l'audition aux gendarmes que vous conduisiez si vite qu'elle a eu peur et qu'elle a saisi la main de son ami pour lui faire part de cette peur. Et elle vous a dit, à un moment donné, qu'elle avait peur. Et en tout cas, elle vous a demandé d'aller moins vite. Non, bon, vous allez donner vos explications après. C'est ce qu'elle dit, elle. Vous avez freiné. Et à partir du moment où vous avez freiné, il s'est passé que vous avez perdu la maîtrise de votre véhicule. Vous avez expliqué... vous allez nous dire d'ailleurs... alors, que se passe-t-il à partir du moment où vous freinez? Je sens que la voiture part de l'arrière. Pardon? Je sens que la voiture part de l'arrière. Et je vois blanc et je me rappelle plus du reste. Et vous voyez? Blanc. C'est-à-dire que vous ne voyez plus rien? Ouais. Oui. Parce que entre l'endroit où vous freinez et le lieu du choc, c'est-à-dire l'arbre, il y a 144 mètres, selon les traces relevées par les gendarmes. 144 mètres. C'est très important. Ça veut dire que 144 mètres, c'est quelques secondes, mais tout de même. On a le temps de voir, d'avoir des impressions, de sentir ce qui se passe. Et vous dites c'est tout blanc. Ce qui a été relevé par les gendarmes, c'est que votre véhicule quitte la voie de circulation qui est normalement la vôtre, c'est-à-dire la voie de droite, traverse la route, vient buter sur un accotement en béton, rebondit apparemment sur cet accotement en béton, et ensuite se dirige droit sur l'arbre qui va arrêter sa course, et dans des conditions qui vont être désastreuses, puisque monsieur, sous le choc, va être éjecté de la voiture, la portière va s'ouvrir, va être éjecté et il va décéder. Presque quasi immédiatement, au regard de l'importance de ces blessures, d'une hémorragie, disent les médecins. Voilà. Et l'expert va même jusqu'à émettre l'hypothèse qu'à un moment donné, votre voiture a décollé de la chaussée du fait de la vitesse, décollé de la chaussée.
Et on a également retrouvé une pièce du moteur qui traînait, enfin qui elle aussi, sous l'effet du choc, sorti de la voiture, était éjectée de la voiture. Le capot avant s'étant ouvert sous l'effet du choc et qui a également été retrouvé à plusieurs mètres du véhicule. Ok. Cela signifie quand même que c'est le carburateur, me semble-t-il. Je sais pas. Radiateur. Je crois que c'est le radiateur. Et Ou le radiateur. Il m'indique qu'il l'a foutu dedans quand il est sorti du véhicule. Alors, vous l'aviez déplacé, mais il était tout de même hors du véhicule au moment où vous sortez de la voiture. Donc, pour être hors du véhicule, il faut bien évidemment qu'il en ait été éjecté. On vous écoute, monsieur. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est que je roulais, j'ai mis la voiture en 5e. Parle fort. Parlez un peu plus fort parce qu'on ne vous entend pas du tout. Sorti de la soirée, il est venu me chercher. Il m'a dit qu'il y a une fille qui m'appelle. Je lui ai dit OK. Et il m'a dit que ouais, la fille veut que je la dépose à. Je lui ai dit que je ne sais pas. À la fin de la soirée, il y a un ami à moi qui m'a dit que si la fille est dans la voiture, qu'il ne monte pas. Un autre ami à moi qui habite près de chez moi, il m'a dit qu'il descend avec moi. Je suis allé le déposer. Mais avant de partir, la fille m'a dit... De quelle fille vous parlez, là? La passagère, oui. Elle m'a dit, j'espère qu'on n'aurait pas d'accident. Je lui ai répondu, pourquoi tu dis ça? J'ai fait la route et j'ai mis ma voiture en descendant, dans la descente de Marignan. J'ai mis ma voiture en 5e, j'ai laissé ma voiture descendre. Et en arrivant dans le virage, je sens que ma voiture part de l'arrière et je vois blanc. Je ne me rappelle plus et j'entends quelqu'un qui me dit « Je n'ai plus dans la voiture, je suis descendu ». J'ai commencé à l'appeler. D'accord, donc ça, on est déjà après le choc. Hein. Oui. Sur votre vitesse, monsieur, sur votre vitesse, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que vous reconnaissiez que vous rouliez au-delà de la vitesse autorisée? Je ne me rappelle plus de la vitesse. Vous ne me rappelez plus? Parce que quand vous aviez été entendu, vous aviez admis rouler, c'est vous qui le dites, hein, c'est le chiffre que vous avez avancé lors de votre audition. Vous pensiez rouler à environ 99 km/h. D'accord? C'est 99, c'est pas 90. L'expert, après avoir analysé les circonstances de l'accident, l'état dans lequel se trouvait le véhicule, la place de la pièce qui est sortie du capot, le corps de la victime aussi, dit 133 km/h. Vous avez déclaré avoir quasiment toujours roulé en 5e. Vous vous rappelez de ces déclarations? Quelle voiture vous conduisiez, monsieur? Une Toyota Corolla. Une Toyota de type Corolla. Ouais. Combien de chevaux? Je sais pas. Je sais pas. Vous ne savez pas. Qu'est-ce que vous conduisez comme véhicule d'ordinaire? Une Fiat Ibiza. Une Fiat Ibiza. Ça, c'est la voiture que vous conduisez d'ordinaire, que vous conduisiez d'ordinaire. Oui. D'ordinaire depuis pas bien longtemps, parce que vous avez quel âge? 18 ans. 18 ans. Donc vous avez eu votre permis à quel moment? En septembre. En septembre 2011. On est en février 2012 au moment des faits, c'est-à-dire quelques mois après votre permis. Vous n'avez pas une obligation comme jeune conducteur? Oui. Vous en rappelez de cette obligation? Au-delà du respect de ce qui est inscrit sur les panneaux, quelles sont les obligations d'un jeune conducteur? 80, je crois. Oui? 80, je crois. Oui, je crois que c'est 80, je crois. Et l'autre obligation? Je sais pas. C'est d'afficher sur votre véhicule à l'arrière un macaron sur lequel figure la lettre A. Ce qui signale aux autres usagers de la route que si vous ne roulez pas plus vite, c'est parce que vous ne pouvez pas rouler plus vite. Entre autres.
Est-ce que vous aviez apposé ce macaron sur la Toyota de vos parents ce soir-là? Non. Alors, les conséquences, je ne vais pas être plus longue, les conséquences de l'accident sont dramatiquement simples, semble-t-il, à moins que monsieur ait d'autres explications aujourd'hui. Est-ce que vous reconnaissez cette vitesse excessive, monsieur? Je sais pas. Je sais pas. Voilà, je vais passer les photos à mes assesseurs. Ça, c'est les photos des lieux de l'accident. Et puis, on a une photo de l'état de la personne décédée au moment où les gendarmes arrivent sur les lieux et la font prendre en charge par les secours, qui n'ont plus rien à faire puisque la mort est intervenue déjà. Au regard de, encore une fois, hein, je tiens à le souligner, et de l'état du véhicule et de l'état de la personne décédée, le choc est violent, a été même très violent, ce qui suppose une vitesse très importante. Nous ne la contestons pas, Madame la Présidente. Oui, mais ça n'apparaît pas clairement des déclarations de votre client aujourd'hui à la barre, même si on peut comprendre qu'il soit à la fois impressionné et ému, puisqu'il s'agissait de son meilleur ami. Tout à fait. Ouais. Bien sûr, les faits, avez-vous les uns ou les autres des questions à poser? Non? Maître Lebon, en partie civile, non? Expliquez-moi comment vous faites pour aborder un rond-point en étant en position de 5e. Pour obtenir du silence. Pas d'autres questions? Oui, allez-y, Maître Mérida. Depuis les faits, tu penses souvent à Teddy? Excusez-moi. Vous pensez souvent à Teddy? Beaucoup. Et qu'est-ce que vous vous dites? Ça me fait beaucoup de peine pour lui. Que? Ça me fait beaucoup de peine. J'ai perdu un bon ami. On n'entend pas bien, mais... Ça me fait Parlez un peu plus fort, monsieur, on n'entend rien de ce que vous Ça me dites. fait beaucoup de peine. J'ai perdu un bon ami. On a toujours fait du vélo ensemble. Tout. Pouvez nous faire l'interprète, C'est comme monsieur si Maître j'avais un bon Mérida? ami. Il a perdu un bon ami. Et j'étais toujours en train de faire du vélo avec eux et tout. Il était toujours en train de faire du vélo avec lui. Ça me manque. Il vous manque, c'est ça? Ouais. Et qu'est-ce que ça fait de se sentir responsable de la mort de son meilleur ami? Ça me fait beaucoup de peine. Ça me fait beaucoup de peine. J'ai pas d'autres questions. Merci. Alors, monsieur, votre casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation. Vous aviez des relations d'amitié avec monsieur et vous alliez ensemble à l'école? Vous étiez au collège ensemble? Non, au primaire. Pardon? Au primaire. En primaire, d'accord. Ensuite, vos chemins, en tout cas sur plan scolaire, se sont séparés. Vous êtes, vous, allé au collège?
Non, lui, il a déménagé par là. D'accord, mais vous, Oui, vous avez suivi une scolarité classique. oui. Vous en êtes à quel stade, là, actuellement, de vos études? Là, je recherche un emploi où je rentre à l'armée en mécanique. Donc Et vous- j'ai trouvé un contrat de 2 mois en maçonnerie manœuvre. Donc vous avez obtenu un CAP, Un c'est CAP ça? en travaux paysagistes. Le lieu d'activité professionnelle, est-il près ou loin de votre domicile? C'est Ah, oui, enfin, il y a des bus, quoi. Bien. Et vous vivez toujours chez vos parents? Oui. Est-ce que vous avez, à titre personnel, des ressources? Est-ce que vous avez des ressources? Vous percevez peut-être un salaire là, je suis d'apprenti? Pôle emploi. Oui? Ouais, c'est Pôle emploi. De quel montant par mois? 179 euros. 170 euros. Bien, vous nous produirez les pièces. J'ai des pièces que je vous... Oui, vous nous les donnerez à l'issue de votre plaidoirie. Y a-t-il des questions sur les éléments de personnalité? Bien. Je vais vous demander de vous asseoir, monsieur. On va entendre Maître Lebon, qui se présente pour les parties civiles. On vous écoute, maître. Oui, Madame la Présidente, Madame, Monsieur du tribunal, je ne veux pas accabler ce jeune homme. Je crois que, et vous l'avez vu à la barre, il est particulièrement impressionné par cette audience. J'imagine, en tout cas j'essaie d'imaginer ce qui peut se passer dans sa tête, parce que ça doit être affreux de perdre l'un de ses meilleurs amis dans ces circonstances et d'en être, en réalité, le principal responsable. Je comprends que lui manque. Mais en même temps, je suis obligé de dire à ce jeune homme qu'il faut qu'il ait conscience que si aujourd'hui, il vous dit la douleur qu'il habite parce qu'il a perdu son meilleur ami, il laisse de l'autre côté, dans la peine, une maman et 2 frères et qui aujourd'hui n'ont pas perdu une voiture, ils ont perdu leur frère. Et à mon avis, vous êtes un danger à la fois pour vous-même mais pour les autres parce que vous ne savez pas maîtriser un véhicule. Alors, nécessairement, madame, vous allez entrer en voie de condamnation. Je ne veux pas insister de trop sur ce dossier qui est quelque peu douloureux. Mais je veux simplement rappeler à monsieur que le permis qui lui a été délivré le 16 septembre 2011, ce n'est pas un permis de tuer. Je veux qu'il en ait conscience. Madame la Présidente, j'en ai assez dit. S'agissant de nos demandes, nous vous demandons de nous d'accorder à chacune des victimes la somme de 3 000 € à titre de provision. Et nous vous demandons également de condamner monsieur à nous verser à chacune des victimes la somme de 500 € sur le fondement de l'article 475.1 du Code de procédure pénale. Bien, merci, maître. Monsieur le procureur, on vous écoute dans vos réquisitions. Madame la Présidente, Madame, Monsieur du tribunal, aujourd'hui, sur ce dossier, je vous demande de juger Monsieur, je dirais, à peine âgé de 18 ans. J'insiste sur ce point si je dis à peine âgé de 18 ans parce qu'en fait, vous avez en face de vous un jeune homme, un quasiment adolescent qui sort de l'adolescence et qui range dans l'âge, qui vient de rentrer de la manière la plus brutale et la plus terrible dans l'âge adulte. Comme la partie civile, j'entends parfaitement son discours, qu'il soit triste, abattu, consterné, marqué, qu'il souffre de la mort de qui, au 21 février 2012, à 4h30 du matin, est mort sur le bord d'une route de la Martinique. Mais ses regrets, c'est
pleurs, cette douleur, cette angoisse ne m'intéresse pas. Je vais lui dire très clairement, elle ne m'intéresse pas. Pourquoi ? Parce que soyons clairs, lorsque monsieur prend le véhicule, il y a deux choses. Si c'était conduit en personne responsable, il aurait dû d'abord dire à son meilleur ami, celui qu'il aime, je ne partirai pas tant que tu n'auras pas bouclé ta ceinture de sécurité. Sur les 4 personnes, tout le monde était attaché, sauf un. Un, parce qu'il n'était pas attaché, va être éjecté au moment du choc. Il va mourir. Si déjà il avait pris ses premières responsabilités à ce moment-là, au moment où il démarre, où il part avec sa voiture, mais jamais monsieur n'aurait été devant votre tribunal. Monsieur aurait été comme les autres personnes de ce véhicule, de légères blessures, un traumatisme, une peur, une angoisse sûrement, mais pas mort. Parce qu'au moment de l'accident, soyons clairs, il arrive autour de 4 h du matin à plus d'environ 200 mètres d'un rond-point, le rond-point des... Lorsque sa voisine lui dit pour la 3e fois « tu roules trop vite », freine, ralentit, il va commencer à appuyer sur le frein. Et là, la voiture va partir. 99 mètres de ripage, 25 mètres de vol plané. La voiture va devenir, au moment où il va commencer à freiner, une boule de billard qui sera totalement incapable de maîtriser. On aura, au bout de quelques 41 mètres, un premier choc. Ce premier choc sera tellement violent que la voiture va décoller. La voiture va décoller sur 25 mètres où l'expert relève qu'il n'y a aucune trace au sol à ce moment-là. Lorsqu'il va aller vérifier sur le véhicule, il va s'apercevoir que le véhicule, en retombant, est allé s'encastrer sur un autre morceau de mur et qu'il a complètement cassé en dessous de la voiture. La voiture, sous ce deuxième choc, va repartir telle une toupie pour finir en s'écrasant dans un arbre. 144 mètres de périple au total pour une voiture à cette vitesse. On a expliqué à monsieur qu'il ne fallait pas conduire au-delà de la vitesse. Non seulement limiter, vous en tant que jeune conducteur, mais au pire, sur la route à 90 km/h. Ce n'est pas parce qu'on veut vous embêter, parce que vous avez un législateur sadique ou un procureur qui est là uniquement pour embêter les autres, c'est parce qu'on sait pertinemment bien que dans certaines circonstances, vous êtes totalement incapable de contrôler un véhicule. Si, le 21 février, vous aviez pris vos 2 responsabilités, dire à votre meilleur ami « je ne pars pas sans que tu aies mis ta ceinture », si la 2e fois, en plus, vous aviez respecté les limitations, encore une fois, on ne serait pas là. Alors on peut toujours venir dire « je regrette, c'est vrai, je suis marqué, c'est vrai, je pleure, mon ami, sûrement ». Mais ça, encore une fois, je ne veux pas l'entendre, parce que je n'aurais jamais voulu entendre ce genre de propos, car jamais je n'aurais voulu qu'il décède et que vous le tuiez. Pour ma part, s'agissant des réquisitions, je demanderai à son égard qu'il soit condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis. Il n'y a pas d'alcool, mais je ne veux pas tirer du fait qu'il n'y ait pas d'alcool une circonstance atténuante. Ça, c'est une évidence et c'est normal. Aujourd'hui, aussi, c'est un petit aparté que je voudrais faire sur ce point, mais à chaque fois qu'il y a un accident, on se dit « oui, mais il n'y avait pas d'alcool », comme si ça devenait une circonstance atténuante aujourd'hui. Non, ça, on est sur l'évidence. Ça, c'est l'évidence, on ne doit pas avoir d'alcool, en tout cas dépasser les limites légales que la loi a imposées. Je dirais même d'une manière générale, pas avoir d'alcool quand on conduit, surtout quand on est jeune. Ce n'est pas la question qui se pose là, c'est qu'il n'a absolument pas respecté les conditions de conduite en l'espèce de la vitesse. Je requiers, à titre de peine complémentaire, une interdiction de conduire un véhicule, c'est-à-dire annulation du permis de conduire avec interdiction de repasser les épreuves, eu égard à la nature des faits, avant au moins, à mon avis, un délai de 3 ans. Merci, monsieur le procureur. Maître, vous écoutez en défense. Madame, monsieur du tribunal, comme l'a rappelé monsieur le procureur, vous jugez un enfant rentré tragiquement dans le monde adulte. De la façon la plus tragique qui soit pour lui, c'est-à-dire qu'il a causé la mort de son meilleur ami. Ça, il va le payer toute sa vie. Toute sa vie. Toute sa vie, il se sentira responsable du décès de son ami. Et ça, c'est une punition qui, au-delà de la condamnation que vous allez prononcer, c'est une punition qui va le suivre dans l'intégralité de sa vie, jusqu'à l'âge adulte. Alors les regrets, moi, je les entends, parce qu'il est conscient, et je lui ai posé la question, qu'il est responsable du décès de son ami. C'est ça qui est important. L'important, c'est de savoir que sait que si ce jour-là, il avait respecté cette obligation, alors la vitesse, 130, c'est ce que l'expert dit, c'est basé sur certains éléments, on ne sait pas.
exactement, précisément, quelle vitesse. La vitesse était au-delà des 90 km/h, ça ne fait pas de doute. Vous avez déjà vu, je crois, Madame le Président, vous voyez ces émissions de télé, un choc, ce qu'on appelle les crash tests, à 60 km/h. Vous avez vu dans quel état se retrouve un véhicule. Et un passager qui n'est pas attaché, à 60 km/h, il est éjecté du véhicule. Donc qu'on soit à 110, 120 ou 130, ça n'aurait pas changé grand-chose dans ce dossier. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Sur l'emplacement, effectivement, du bloc moteur, enfin comment on appelle ça, du radiateur du véhicule, lui m'a indiqué que de rage, quand il est sorti, qu'il cherchait son ami, il l'a déplacé, il l'a shooté, il a donné un coup de pied dedans. Donc l'expert se base sur cet élément pour déterminer une vitesse. Je pense que c'est pas probant. Mais ça n'est pas grave. C'est simplement pour vous dire qu'il était au-delà des 90 km/h. Lui-même le dit, 99, on ne sait pas. On ne sait pas, 99, 110, 120, je ne sais pas. Mais visiblement, vu le choc, il y avait une vitesse importante. Mais ça n'est pas, Manuel, ça n'est pas ces chauffards que vous voyez tous les jours sur les routes qui zigzaguent entre les voitures, qui roulent. Les Seat Ibiza, ça n'est pas le cas. La Seat Ibiza dont on parle, c'est celle de son papa. C'est pas le jeune, vous savez, on en voit beaucoup sur nos routes. Dépassement à gauche, dépassement à droite, des comportements criminels. Ça n'est pas le cas dans ce dossier. Et d'ailleurs, monsieur le procureur, dans ses réquisitions, il a bien tenu compte de cet état de fait. Il a bien tenu compte des pleurs et des remords de en vous demandant une peine de 12 mois avec sursis. Je pense que cette peine, elle me semble tout à fait justifiée dans le cadre de ce dossier. Sur sa personnalité, Madame le Président, j'ai quelques éléments à vous remettre. C'est un jeune homme qui a suivi donc une formation au CFA, il vous l'a indiqué, vous avez les contrats d'apprentissage, il a déjà travaillé dans des entreprises. Il a souhaité intégrer le RSMA, sauf qu'on lui a dit que, comme il a dit qu'il avait des ennuis effectivement avec la justice, on lui a indiqué qu'il ne pourrait le faire qu'après ce jugement. Moi, je vous demanderai si, dans la mesure du possible, d'exclure cette condamnation au bulletin numéro 2 pour qu'il puisse intégrer le service militaire. J'ai différents éléments. Donc, vous avez les contrats d'apprentissage et de la convocation par le service militaire, enfin le régiment du service militaire adapté de la Martinique. Plus les attestations qui démontrent les liens. J'avais cru comprendre des réponses qu'il avait faites qu'un contrat de travail était en cours oui, actuellement. Oui, il avait un contrat de 2 mois. D'accord, à durée déterminée. Vous avez aussi également des contrats et la preuve de ses recherches d'emploi, des éléments de personnalité qu'il a pu réunir. Voilà, les observations que j'avais à faire. Je vous demanderai de faire preuve de clémence pour ce jeune. Merci, maître. Monsieur, est-ce que vous souhaitez ajouter des observations à celles que vient de faire votre avocat? Non? Sur la demande de la défense en exclusion du B2, monsieur le procureur, quelles sont vos observations? Eu égard au contexte des faits et la personnalité, je n'ai pas d'opposition à ce qui est cette dispense qui soit accordée. Si sa carrière professionnelle doit se faire au travers de l'armée, qu'il le fasse. Bien. Les débats sont clos dans ce dossier. Le tribunal se retire pour délibérer. L'audience est reprise. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur, venez à la barre. Bien, après en avoir délibéré, le tribunal vous déclare coupable des faits reprochés et en répression vous condamne à 12 mois d'emprisonnement assorti du sursis simple, à l'annulation de votre permis de conduire avec interdiction de le repasser avant 5 ans. Le tribunal fait droit à la demande de la défense d'exclusion de la condamnation du bulletin numéro 2 du casier judiciaire. La peine d'emprisonnement prononcée, 12 mois assortie du sursis, cela signifie que si vous acceptez ce jugement, vous n'effectuerez pas la peine d'emprisonnement à condition que dans le délai de 5 ans, plus aucune infraction ne vous sera reprochée. D'accord ? Par contre, si vous commettez une nouvelle infraction, surtout une infraction de même nature, notamment si vous vous avisez
à conduire dans les 5 prochaines années, non seulement vous pourriez être amené à exécuter ces 12 mois, mais vous seriez vraisemblablement condamné pour la nouvelle infraction commise. Donc si le jugement acquiert autorité de chose jugée, gardez-vous de conduire dans les 5 années qui viennent. Vous comprenez bien ? Le tribunal pense avoir prononcé une peine équilibrée. Sa jurisprudence habituelle dans cette matière est au moins une peine de 2 ans d'emprisonnement assortie ou non du sursis. On a donc tenu compte de votre très jeune âge pour rester sur le quantum proposé par Monsieur le procureur. Les parties civiles sont déclarées recevables dans leur constitution. Vous êtes, vous, monsieur, déclaré responsable du préjudice qu'ils ont subi, à ce titre condamné à verser à chacun d'eux une provision de 3 000 €. Bien, c'est tout pour vous aujourd'hui, monsieur. Eh bien, l'audience est levée.